Ok, c'est VG Dream, mais vous êtes sur Click and Chill. Salut VG Dream, comment ça va? Ça va super, toujours. Bon, je sais que je ne suis pas le premier à te poser la question, mais je ferai mal mon travail si tu ne la posais pas. Ton album s'appelle Atekban. Ça veut dire quoi, Atekban? Atekban. Atekban. Atekban, ça veut dire... c'est une expression pour dire advienne que pourra, en vérité. Voilà. Que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Et ça se passe plutôt bien Ça se passe bien. Ça se passe très bien, même. Ces derniers temps, pour toi, on était quand même pas mal. T'as l'impression qu'il y a encore quelques petits nuages à l'horizon ou... Ouais, un petit peu comme toujours. Après, voilà, c'est une carrière musicale. Hein. Il y a toujours des hauts et des bas. C'est comme la vie de tous les jours. Il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Puis voilà. De quoi VG Dream rêve encore aujourd'hui? De plein de choses. Hein. Vraiment plein de choses. Par exemple? De mettre mes proches, ma famille à l'abri. Qu'ils arrêtent de travailler complètement. Qu'ils arrêtent de faire des efforts. De pouvoir voyager, de faire le tour du monde. C'est ce qui me reste à faire, en vérité. Si on devait désigner un tube de l'été en 2019, je pense qu'on peut dire que c'est « Elle est bonne sa mère ». On regarde le clip? On regarde le clip, c'est parti. Elle est bonne sa mère, et toi, sur la piste, je craque un salaire dans la pluie, c'est du bliss. Demain c'est maintenant, il est bientôt 6 du mat. C'est le tube de l'été. Ouais. Et pourtant, il paraît qu'à l'enregistrement, tu avais beaucoup de doutes. Que c'est Ninho qui a dû te rassurer. Ouais, vraiment. Parce que, enfin, j'avais pas vraiment de doute. Je savais que lui, il avait ce truc en plus, tu sais, ce truc de savoir ressentir un tube et tout. Et moi, c'est aux premières mélodies où je me suis dit, ah ouais, quand même, c'était pas mes accords. C'est pas les accords que j'avais l'habitude de prendre. Et il m'a dit, t'inquiète, ça va être lourd, etc. Et puis voilà, il a eu raison. C'est-à-dire que c'est peut-être le premier morceau de rap qui sample non pas un classique de jazz des années 60 ou un truc de soul, mais les choristes. Ouais, c'est marrant quand même. C'est marrant parce que les gens s'y attendent pas. Voilà, on n'a pas voulu sampler tout le morceau. On s'est dit on va faire un petit rappel, etc. Donc voilà, c'était très cool et les gens ont plutôt adhéré. D'ailleurs, moi, quand je commence, avant de faire le son en concert ou en show, je mets la musique des choristes pour faire le rappel. Donc les gens chantent « Vois sur ton chemin » et après j'envoie ça. C'est très lourd. Dans ce clip, comme dans pas mal d'autres de VG Dream, on te voit en club. Ouais. Il est comment le VG Dream en club? Bah, le VG Dream de maintenant en club, il s'ennuie un peu, ça. Pourquoi? Parce que je pense avoir tout vu, je pense que... en final, ça tourne en rond et voilà, je suis un peu blasé d'aller en club pour aller en club. Je sais que j'y vais pour donner du plaisir aux gens quand je dois chanter, mais quand j'y vais pour des sorties quelconques, bah, je m'ennuie très vite. Je reste pas longtemps et je rentre chez moi. Et il y a 5 ans, il était comment le VG Dream en club? C'était n'importe quoi, c'était tout le contraire. Je faisais la fermeture des boîtes et tout. Je te pose la question parce que ta carrière a quelque chose à voir avec les clubs pour au moins 2 raisons. Peut-être plus, je connais pas toute ta vie, mais la première, il paraît que c'est en club que tu as conçu dans ta tête le type de son qu'il fallait que tu fasses pour exploser. C'est exactement ça. Exactement, j'écoutais les sons qui tournaient en club, parce que les DJ ils jouaient à peu près sur Paris, en tout cas quand j'étais sur Paris. Je pense que tous les week-ends, à partir de jeudi, même à partir de jeudi, j'étais en club. Et j'écoutais ce qu'ils chantaient, ce que les gens aimaient chanter quand ils entendaient un son. Par exemple la basse ou les mélodies du truc. Et c'est comme ça que je me suis dit, je peux concocter un certain type de son pour que les gens puissent chanter aussi. En vérité, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc le VG Dream de maintenant qui s'ennuie en club doit beaucoup au VG Dream d'il y a 5 ans qui s'éclatait en club. Il doit tout, pratiquement. Et puis ta vie, elle a changé aussi, parce qu'il paraît que c'est en sortant de club, en 15 minutes, que tu as écrit et conçu ce fameux son. Est-ce que les 15 minutes qui ont suivi cette sortie de club, c'est les 15 minutes les plus importantes de ta vie? Je pense. Après, on n'est pas à l'abri. Demain, il se passe quelque chose de très grand encore. Bien sûr. Mais c'est 15 minutes de bonheur surtout, vraiment. 15 minutes de bonheur, 15 minutes d'amusement, 15 minutes de recherche. C'était très stratégique, parce que les mélodies qui sont dans cette musique, c'est des mélodies que j'avais déjà. Pas assez exploitées, je pense, mais quelque chose que j'avais déjà.
Donc je me suis juste dit, faire le griot en vérité, comme la culture de chez moi, dire le nom des joueurs, etc. Et puis je pensais vraiment pas que le son allait sortir, vraiment pas. C'était juste pour les joueurs en vérité, c'était un cadeau pour eux. Et puis après ça a explosé, c'est juste quand ça a traversé le globe, laisse tomber, c'était trop. Pour toi, dans ta vie perso, il y a un avant et un après ramener la coupe? Je pense, ouais. Je pense qu'il y a un avant. Après, l'avant, il était pas mal non plus. Hein. Voilà, je faisais mon petit bout de chemin. Mais l'après, il m'a surpris. Moi, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur comme ça arrivait trop vite. Et c'est ce que mon producteur me disait. N'aie pas peur de faire des tubes, en fait. N'aie pas peur de faire des tubes. T'avais peur de faire des tubes? Ouais, j'ai eu peur. Quand j'ai fait ramener la coupe, j'ai eu tout de suite peur. Je me suis dit, mais les gens vont m'identifier que à ça, en vérité. Comment je vais faire pour passer à autre chose, pour que... Ça m'a fait vraiment, vraiment peur. Pourtant, avant, 3 mois avant, il y avait eu La Fuite, ouais. Qui quand même avait beaucoup tourné sur les réseaux. Bien sûr, mais ça n'a pas été grand public. Là, aujourd'hui, je vais acheter du pain, la boulangère elle fait une photo pour sa fille. Les policiers te reconnaissent. Les policiers me reconnaissent. C'est beaucoup plus grand. Façon de faire oublier Ramener la coupe, ou de rappeler que ce n'est pas que ça, VG Dream, c'est de parler de l'album. Il y a un morceau qui s'appelle Calimero. Ouais. Je voudrais qu'on regarde un moment bien précis du clip, non pas quand tu chantes, c'est le tout début. Donc le plan de notre nouvelle opération, Fred, 25 ans. Il est en couple avec une femme qui s'appelle Nina, 22 ans. Il a soupçonne de michetonner un mec. Le but, c'est de trouver qui il est. Donc, lançons l'opération Calimero. Est-ce que j'ai tort si je dis que j'ai l'impression d'avoir assisté au premier pas de VG Dream acteur? Peut-être, hein. J'aimerais beaucoup, c'est un de mes rêves, je pense aussi. De franchir ce pas-là et d'arriver quelque part là où on m'attend pas forcément. Je faisais du théâtre plus jeune. Je pense que c'est vrai. Ouais, vraiment. Je pense que c'est comme ça que j'ai eu le courage de passer derrière un micro parce que c'est vraiment, vraiment difficile. Tu es derrière un micro pour la première fois, tu as 15 personnes qui sont devant toi, ils attendent. Et il faut être courageux, je pense, comme au théâtre. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers battles de rap, entre parenthèses, avec humour, dans les cours de théâtre. Et voilà, hein, c'était un peu le cheminement. T'avais quel âge? J'avais 15-16 ans. Il paraît que tes proches te trouvent très bon acteur. T'es d'accord avec eux ou pas? Vraiment, vraiment, vraiment. Après, moi, peut-être que je vais pas être objectif, parce que je vais dire, ouais, voilà, mais ils trouvent vraiment que je suis bon acteur. Et le cinéma, ça te fait envie? Franchement, ça serait une belle opportunité. Je parle pas juste de faire des sons ou des morceaux comme tu as pu le faire pour Taxi 5 ou pour Ibiza, mais passer 2 mois sans faire de musique, juste sur un plateau de cinéma, c'est... Ça me ferait kiffer. Ça doit être une belle expérience, une très belle expérience. Et il y a beaucoup de gars à moi, des gens que je connais qui l'ont fait, mais ça donne vraiment envie. Donc si vous voyez cette interview, je suis prêt. À qui tu t'adresses en particulier? Est-ce qu'il y a un réal ou une réal qui te fait rêver? Franchement, je connais pas trop, je vais pas mentir, je connais pas trop les réals, etc. Mais je suis ouvert à toute proposition. Voilà. Je te pose la question du cinéma parce qu'en effet, on a l'impression que pour toi, là, tout est possible. Ouais. Et sans doute parce que la saison 2018-2019, on va dire, de La Fuite à Atekban, ça a été ton année, c'est toi qui le dis. On regarde le clip. Je sais que je ne fais pas l'unanimité, on s'empresse de me juger. Depuis que je passe en radio, en télé, certains disent que j'ai changé. Bonjour, on veut remettre où t'es max. Aujourd'hui, j'ai du papier. Numéro 1 sur iTunes, je tire. On a l'impression que ces 18 derniers mois, t'as pris une revanche. C'est aussi l'impression qu'on a en écoutant, par exemple, Tony Sosa sur le dernier album. Contre qui t'as pris une revanche? Contre toutes les personnes qui étaient là auparavant, qui disaient que je perdais mon temps, en fait. Que je perdais mon temps, que ça servait à rien ce que je faisais, qu'il n'y avait aucun talent, il n'y avait aucun but. Un jour, j'ai croisé un rappeur dont je ne citerai pas le nom. Il m'a dit alors la musique ça va et tout. J'avais pas grand-chose comme titre. J'avais 2-3 titres qui tournaient en club, mais pas grand-chose. Et je lui ai dit oui, ça va, ça se passe bien et tout. Il m'a dit tu prépares un projet, un album? Je dis ouais, je vais préparer un album. Il m'a dit mais tu comptes apporter quoi à la musique, toi? J'ai dit toi, t'as apporté quoi, toi, à la musique? Après, il m'a dit non, moi, en tout cas, moi, j'ai un nombre d'albums vendus, etc. Tu penses que tu vas vendre des CD, toi? De toute façon, on verra bien. Et il est parti. Et je l'ai très, très, très mal pris. Je l'ai jamais dit, j'ai rien dit. Et je me suis dit, je vais prouver en musique. Et c'est pour un peu ces gens-là que j'estime m'être vengé, entre parenthèses.
Tu dis ceux qui t'ont négligé ont eu tort. Ouais, voilà. Cette sensation d'avoir été négligé, elle remonte à quand? Pas très longtemps. Vraiment, vraiment très longtemps. Ça date pas d'hier. Je pense que, voilà, ce son-là, c'était vraiment pour souffler, pour dire voilà. Voilà, les gars. Faut arrêter de donner votre avis quand vous connaissez pas. Il y a personne qui est parti dans le futur pour voir ce qui se passait là-bas. Et voilà, ça remonte même à l'époque du collège, du lycée, etc. On me disait que j'allais rien faire de bon dans ma vie. Et voilà, je pense que j'ai eu... Mais il y a mon père qui a vu mon prof de français il n'y a pas longtemps, qui était tout fier de dire « mais je l'ai eu en élève, etc. » Avec qui j'avais des gros problèmes. Mais qui demande à me voir d'ailleurs. Donc c'est cool. C'est cool, c'est un peu pour tous ces gens-là. Aujourd'hui, les gens qui t'ont négligé essaient de se réapproprier un peu ton succès, bien sûr, bien sûr. C'est partout comme ça, de toute façon. Les gens qui m'ont négligé, les gens qui sont en quête de reconnaissance, dans le sens où, ouais, il était avec moi là, mais tu sais que moi, j'ai passé du temps avec lui ici. Et aujourd'hui, je ne les vois plus, personnellement. Il y a plein de gens comme ça. Ou lui, c'est mon cousin, tu vois, des trucs... voilà, c'est un peu... Moi, j'aime bien écrire ce que je ressens. C'est toujours mieux d'écrire ce que je ressens. Quand je me mets à la place des gens, je vis bien le truc, mais je le vis pas assez comme si c'était moi. Donc voilà. Dans le même morceau, C'est mon année, tu dis que tu as changé. Ouais. En quoi tu as changé? Bah, en vérité, c'est le succès qui m'a fait changer, mais pas dans le mauvais sens, je pense. Je pense que je me suis plus dit, il faut que je garde les pieds sur terre. Il faut que je vois vraiment ceux qui sont là pour moi et pas pour ce que je suis devenu. Et voilà. Dans ton album, il y a un autre titre qui m'a marqué. Je pense qu'il va marquer un peu l'histoire du rap, c'est El Chapeau. Ouais. Parce que c'est le premier titre, je pense, qui rappelle aux rappeurs et à d'autres l'importance de payer ses impôts à la fin du mois. Ouais. C'est un problème que tu as rencontré depuis le succès? Franchement, c'est un problème que beaucoup de gens ont rencontré autour de moi. C'est des sommes astronomiques. Ça faisait vraiment, vraiment peur. Et voilà, c'était un peu... je l'ai pris au second degré. Voilà, c'est un morceau que j'ai kiffé faire en plus. J'ai adoré les mélodies dedans. Et voilà, c'était un petit rappel important quand même. Ils sont comment les impôts depuis l'année dernière? Oh. Ça, c'est un peu compliqué pour tout le monde, je pense. On passe à la suite. Ouais. Dans une interview il y a un an, tu racontes, dans Libération, je crois, tu racontais qu'avec le succès, c'est devenu plus difficile de dormir, que parfois tu rêvais juste de ne rien faire. Ouais. C'est-à-dire que le succès n'a pas que des bons côtés. Vraiment pas. Vraiment pas. Les gens voient juste que la pochette du livre, la première page. Ils ne savent pas tout ce qu'on doit endurer. À côté, c'est vraiment... Tu sais, il y a des moments où on va te trouver arrogant, où on va te trouver déplaisant, où tu n'auras pas le même feeling avec les mêmes personnes parce qu'on va te croiser à 7 h du matin à l'aéroport et toi, tu es fatigué, tu n'as pas dormi. Les gens, on va te réclamer une photo, tu vas accepter, mais tu vas tirer un peu la tronche. Et de là, va partir, il se la raconte, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et en plus, tu dois travailler, redoubler d'efforts à chaque fois. Parce qu'un mec qui a vendu 1 million d'albums hier, il peut en vendre 5000 demain, tu vois. C'est vraiment aléatoire. Je pense que c'est un des métiers les plus compliqués. Les plus plaisants, mais les plus compliqués. T'as encore le temps de rien faire? Non, pas vraiment. C'est quand la dernière fois que t'as rien fait? Tu te souviens? Je pense même pas, je sais pas. Je sais pas. Parce que même quand je fais rien, je profite avec ma famille, etc. Je rattrape un peu les moments que j'ai pas pu. Et voilà, je ne peux pas rien faire comme ça. Quand je fais rien, je me sens pas bien, en fait. J'ai tellement toujours fait quelque chose que quand je fais rien, bah, je me trouve bizarre. Pour cette émission, tu as demandé non pas de choisir que des clips à toi, mais aussi d'en choisir d'autres personnes. Ouais. Tu en regardes beaucoup, toi, des clips? Ouais, je regarde tout le temps des clips, tout le temps. Ça m'aide à visualiser mes prochains clips. Et ouais, je suis un fan, j'aime vraiment beaucoup regarder des clips. Parmi tes choix, il y a sans doute un des clips les plus impressionnants de 2019. Ouais. C'est celui de PNL, ouais. ODD. Ouais. On regarde? ODD, je la passe la détaille, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, justice les pectoraux gainés. Pourquoi ce clip? Bah, je l'ai trouvé vraiment impressionnant. Et la plupart de leurs clips, d'ailleurs, c'est ce qui a fait le nom du groupe, je pense. Parce qu'en musique, je pense que moi, comme tout le monde, comme tous les artistes, personne ne fait vraiment l'unanimité. Ils sont très rares. Il y en a très très peu
que tout le monde aime vraiment, tu vois. Et tout le monde sait que PNL met tout le monde d'accord au niveau clip. Tout le monde. Il n'y a personne qui va s'asseoir pour critiquer un de leurs clips. C'est une dinguerie. Franchement, à tous leurs clips, moi, je sais que je suis avec mes amis, on regarde et on se dit waouh. C'est comme regarder un nouveau Tarantino ou un Vraiment, 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 vraiment. C'est vraiment, je sais pas où ils vont chercher leurs idées, etc. Même le réalisateur, même parfois ils changent de réalisateur, tu sais, on s'intéresse un peu au réel. Ils changent de réalisateur, mais c'est toujours un truc de fou, quoi. T'as l'impression dans ce clip qu'ils se sont fait un rêve, tourné sur la Tour Eiffel? C'est plus qu'un rêve, comment tu vas penser à ça, comment tu vas le faire surtout, tu vois? Comment tu peux penser à ça et aller le faire? Il y a un drone qui descend du ciel, boum, c'est là sur la Tour Eiffel, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est inexplicable, tu peux que, tu vois, vraiment. Toi, il y a comme la Tour Eiffel de PNL, il y a un truc qui te fait rêver pour un clip un jour, pas forcément là demain, mais... Franchement, je sais pas. Tu sais, j'y pense même pas. Je sais pas. Pour l'album Attack Band, tu as aussi travaillé avec Ninho, oui. On l'a vu, avec Dadju, ouais. Mais aussi avec Damso, oui. Pour le clip de Personne, ouais. On regarde. Ah, tout même sauce, j'ai la technique, le flow, les armes, le seum, l'envie de niquer ta mère, je suis dangereux. Je veux la guerre, je fais partie des ceux qui ont marqué l'histoire, mais je suis malheureux. Pas la même vie, pas la même SACEM, pas la même équipe. Donc tu es en feat avec Damso, ouais. avec Dadju, ouais. Avec Ninho, ouais. Qui sont nous trois les artistes les plus demandés du moment. Vraiment. Ça arrive qu'on te dise non encore ou pas? Ouais, ça peut arriver, ouais. Vraiment, ça peut arriver. Après, c'est pas tout le monde qui apprécie la musique, tu vois. On peut pas, comme je disais tout à l'heure, on peut pas vraiment plaire à tout le monde. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je vais faire un featuring, je vais me mettre dans la peau de VG Dream qui fait un feat avec cette personne pour que ça matche, tu vois. Par exemple, Damso, je me suis dit, voilà, il me fallait un son comme ça, un peu plus réfléchi, un peu plus... où les gens prennent le temps d'écouter et voient pas que l'ambiance, etc., tu vois. C'est comme ça que tu perçois Damso? Voilà. Un mec qui fait réfléchir? Il va réfléchir de fou. Mais tu t'assois avec Damso et tu parles avec lui, franchement, en plus on a le même âge, mais j'ai l'impression qu'il a 10 ans de plus de vécu que moi, tu vois. 10 ou 20 ans de plus, c'est un truc de fou, tu vois. Il a une perception de la vie très particulière. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Damso. Et il y a quand même des gens qui peuvent me dire non aujourd'hui, vraiment. Et toi, tu dis beaucoup non? Non, je dis rarement non, moi. Rarement. Rarement, vraiment. Je sais que tu as refusé beaucoup d'hymnes, après ramener la coupe. Ouais, ouais. On t'en a proposé des pleins? Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant, du rugby, du golf, je crois même du badminton. Et t'aimes pas le badminton? Non, les gars, ça se fait une fois en fait. Tu peux pas reprendre un truc et le faire à l'identique et que ça marche, c'est impossible. Ça n'existe pas, ça. Tu vois, c'est comme si la prochaine Coupe du Monde, je refais un morceau. Ça marchera pas. Alors justement, moi, je vais me poser une question. Dans l'album, j'ai oublié le nom du morceau, c'est vers la fin. Ouais. Il y a quand même un couplet pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est un morceau que j'avais fait en plus. Ça faisait longtemps, ça faisait super longtemps que je l'avais fait. Et ça fait partie du concept, en fait. Ça fait partie du concept. Et on me l'a reproché. Oui, mais pourquoi c'est ton pays aussi. Pourquoi tu viens? Essaye de... Donc je me suis dit, voilà, je vais faire un truc... C'est pas un morceau entier, quoi? Non, pas un morceau entier. Pas un morceau entier. Je pense que c'est le dernier où je vais vraiment parler de football. Ça y est, tu vois. Tu disais tout à l'heure que parmi tes rêves, il y avait le fait de voyager. Ouais. Il a été tourné où, le clip avec Damso? Il a été tourné à Ouarzazate, au Maroc. Vraiment, ça a été très, très, très dur. Il faisait 35 degrés à l'ombre. Laisse tomber, c'était vraiment, vraiment, vraiment très dur. Mais j'ai vraiment kiffé. Justement, faire des clips, c'est une façon d'assouvir ce rêve-là, de voyager? Ouais, vraiment. Vraiment, je suis parti... la première fois que je suis parti aux États-Unis, c'était pour un clip, d'ailleurs. Quel clip? C'était Mamae, je pense. Ouais, Mamae. Mamae et la Moula. Donc, dans Marchand de Sable. Et vraiment, j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé. Qu'est-ce qui te plaît aux États-Unis? Bah, c'est un rêve, déjà, de gosse. Tu vois à la télé, toutes les séries sont tournées en Californie, ou à New York ou autre, tu vois. Tu te dis, il faut que j'y aille un jour. Ça serait lourd d'y aller. Et après, grâce à ta musique, tu y vas. La culture de là-bas, la culture hip-hop et tout, il y a plein de choses à découvrir, vraiment.
Et moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé. D'ailleurs, j'y vais de temps en temps, quand j'ai quelque chose à faire. J'ai eu des vacances il y a pas longtemps. Je suis allé à Miami. Et voilà, j'ai eu le temps d'un petit peu souffler. C'était vraiment cool. Après c'est les États-Unis, hein, c'est un rêve. Hein. Avant VG Dream, tu t'appelais Vegeta. Ouais. Pourquoi Vegeta? Bah, c'était par rapport à mon expérience scolaire, je pense. C'est-à-dire? Un jour, je suis rentré en cours comme ça avec une coupe blonde d'un côté, noire de l'autre. Et je me rappelle qu'on m'avait convoqué chez la CPE, tu vois. Juste pour cette coupe? Non, pas pour cette coupe, pour quelque chose d'autre. Un truc que j'avais fait, je sais plus trop quoi. Et je suis revenu en cours, j'étais énervé, vraiment. Et j'avais une prof qui faisait vraiment des blagues nulles en plus. Elle dit « Oh, Vegeta » et tout. Et tout le monde a rigolé. Le fameux prof de français tout à l'heure ou pas? Non, c'est pas ce prof de français, c'est une autre prof. Et c'est resté. Après, les gens m'ont appelé comme ça. Et c'est resté. Moi, après, j'ai kiffé un peu. C'est resté. Et puis, j'ai dû changer pour pas avoir des problèmes. Voilà. Avec Akira Toriyama, le réalisateur de Dragon Ball. T'étais un fan? Vraiment, un très grand fan. Ouais. Ça marque un peu ton univers graphique, tes références? Ouais, ça marque un petit peu. Ça marque un petit peu, vraiment. Vegeta faisait partie d'un groupe qui s'appelait La Cinésia. Ouais. Dans ce groupe, il y avait un autre artiste qui s'appelle Laro. Ouais. Il vient de faire un morceau que tu as voulu qu'on voit, qui s'appelle Semblant. Ouais. Je pense à toi de temps en temps, même si ce sera jamais comme avant. Je suis blessé, tu m'as fait perdre mon temps. Depuis le début, tu ne fais que des semblants. Semblants. Pourquoi ce clip? Parce que c'est un clip que j'aime beaucoup. C'est des gars c'est un gars avec qui j'ai grandi. Je connais depuis que j'ai peut-être 5 ans. Il est d'Orléans aussi? Il est d'Orléans aussi. On allait au foot ensemble. Moi, j'étais en CM2, lui, il était en CM1. On faisait le même chemin pour aller au foot. Et après, on ne s'est jamais lâché. Et du coup, le fait qu'il sorte un truc en solo et surtout que j'ai pas eu à donner mon aval dessus, c'est ça qui m'a fait plaisir. Et surtout que le morceau, il est lourd. Moi, j'ai kiffé. C'est-à-dire que vous grandissez voilà. À la fois ensemble et séparément? À la fois ensemble et séparément. Comme moi, je suis parti en solo, voilà aussi, je pense qu'ils devaient faire leurs preuves. Et ils commencent très bien, tu vois. C'est par rapport à ça que j'ai vraiment, vraiment kiffé le titre. C'était dur de dire, les gars, je vais partir... Ouais, c'était dur. C'était vraiment, vraiment dur. Parce que tu te dis, bon, ils vont te voir comme un traître un peu, tu vois. T'as toujours ce truc de, ils vont mal le prendre. Mais au final, ils l'ont très bien pris. Ils m'ont dit, c'est la suite logique, en vérité. Tu peux pas toujours tout porter sur tes épaules et pas profiter pour toi. Donc vas-y, fais ce que t'as à faire, vas-y. Et voilà, on est toujours en studio tout le temps ensemble, on se fait toujours écouter nos projets, on avance toujours ensemble. Il n'y a rien qu'à changer en vérité, à part le fait que je sois en solo. Tu vois. Mais c'est avec eux que tu as commencé à te dire, en fait, ça va marcher? Ouais, vraiment. Parce que je faisais les refrains du groupe, en fait. J'avais la particularité de faire les refrains du groupe. Et c'est à ce moment-là où je sortais beaucoup, beaucoup en boîte et je me suis dit, il y a un truc à faire, il y a un truc sérieux à faire parce que mes refrains, ils étaient beaucoup, beaucoup chantés. Et voilà, je commençais déjà à me démarquer. Est-ce que c'est encore eux ta clique aujourd'hui? Toujours, toujours. J'ai pas d'autres équipes, c'est la même, j'ai toujours la même équipe. Ouais. Je te pose la question parce qu'on est sur la chaîne Click TV. Ah, ok, d'accord, ouais. C'est quoi pour toi la définition d'une clique? C'est quoi ton rapport à elle et à quoi elle te sert en fait? Bah, ça peut être bien comme ça peut être mauvais, tu vois. Ça peut vraiment être bien comme ça peut être mauvais. Une bonne équipe, c'est les gens qui te préserveront de tout mauvais choix, je pense. Tout mauvais choix, qui seront là pour te soutenir quand ça va bien, quand ça va mal, pardon, et qui seront là pour t'aider à... Par exemple, moi, si on me prend moi à VG Dream, une bonne clique pour moi, c'est des gens voilà, qui vont m'aider à faire des bons choix, qui vont m'aider à m'évader quand je suis pas forcément bien, qui vont protéger mon dos et voilà, si jamais il y a un problème, ils sont là. C'est ça, une belle clique pour moi. Et après, pour quelqu'un de lambda, ça peut être toute autre chose, tu vois. Si les personnes qui étaient autour de toi, c'est pas les bonnes personnes, ça peut très vite partir en cacahuète, tu vois. Donc, voilà. On a remonté un peu dans le temps. Ouais. Du coup, je voudrais qu'on voit un autre de tes clips sortis l'année dernière. Ouais. Pour moi, c'est un des titres les plus marquants. Ouais. C'est La Rue. Ouais. On a connu la rue, la vraie. Dieu merci.
si je suis encore en vie. Dis-moi ce que je n'ai pas vu. Des frérots à moi ont perdu la vie. On a connu la rue, la vraie. Ce clip, il est tourné à Dakar, c'est ça? Ouais. Récemment, on avait Black M à la même place que toi, Ouais. qui a fait un clip en Guinée et qui disait que pour ce genre de clip qu'il a fait, Ouais. il faut que ce soit un bordel organisé. Ouais. C'est facile d'organiser ce genre de bordel? Je pense que c'est simple. Je pense que c'est plutôt simple. Il voit quelqu'un de... Après, moi, j'ai tourné à Dakar et à Abidjan. Dakar, c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y avait pas je ne suis pas allé dans un coin où il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment scénarisé, mais à Abidjan, le monde veut arriver, c'était fini, quoi. C'était fini, tout le monde était autour, tous les jeunes, les petits, même ceux qui ne connaissaient pas vraiment, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas beaucoup, tu vois. Et on avait juste à filmer, en fait. On avait juste à filmer, tout le monde dansait, tout le monde faisait n'importe quoi. On leur a dit, ça va passer à la télé, ça y est, tu vois. Les gens étaient excités un peu, donc voilà. C'est pour ça que ça s'appelle La Rue. Mm. Ça représentait quoi pour toi dans ta vie, La Rue? Tu sais, quand tu grandis dans une cité ou dans des milieux un peu, tu vois, défavorisés, on va dire, c'est une étape à voir et à savoir où tu te places dans la rue si tu veux faire partie de ces gens-là qui sont là parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir et qui préfèrent faire des trucs facilement. Tu vas te ranger du côté où tu vas rester dans la rue et au final, ça va te bouffer. Tu auras 40 ans, tu seras encore en bas du hall et tu ne bouges pas. Ou sinon, tu as vu ce qui se passe dans la rue. Voilà, tu as vraiment vu ce qui se passe et tu sais qu'il y a des mauvais côtés, tu vois. Tu sais vraiment qu'il y a des mauvais côtés et tu t'es retiré tranquillement, tu vois. Mais pour te retirer, il fallait voir. C'est exactement ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'elle t'a appris? Bah, j'ai appris que, par exemple, les fréquentations, ça pouvait aller super vite. Dans la rue, ça pouvait aller super vite. Moi, je sais que j'avais un groupe de potes avant même la Cinésia, où ils étaient déjà là, mais on traînait à une trentaine. On avait tous des blousons noirs. Et quand un truc a amené à une autre chose, et je me suis fait arrêter. On me disait que ça faisait longtemps qu'ils enquêtaient sur nous. Le Blas, c'était le gang des blousons noirs. C'était n'importe quoi. Ça pouvait aller super vite, en fait. Ça pouvait aller super vite. Des vols en réunion, des trucs que j'étais même pas au courant, forcément. Tu vois, je voulais juste être posé avec les potes. Et voilà, ça va super vite. Et j'ai su qu'en restant là-bas, j'aurais très, très mal fini, d'ailleurs. La moitié de mes potes qui sont restés là, qui sont restés, qui n'ont pas bougé, maintenant, je sais où ils sont, tu vois. Et beaucoup auraient kiffé rester avec moi. Mais voilà, ils ont préféré rester dans la rue, faire de l'argent facile, etc. Après, tout le monde essaie de s'en sortir comme il peut, mais c'est pas le chemin que je voulais prendre, moi. Vraiment pas. Tu dis là-bas, donc là-bas, c'est Orléans, Ouais. c'est le quartier de la Source. Ouais. Tu as dit dans une interview que tes frères et sœurs étaient exemplaires. Ouais. Pas toi? Pas moi. Vraiment pas. Bah moi, j'étais j'étais un peu le renier de la famille, hein. Vraiment. Et tout. En plus, chez nous, les Africains, les tantes, les oncles, les amis, ils aiment beaucoup parler. Regarde ton fils, il fait n'importe quoi, tu vois. Ils avaient beaucoup d'a priori sur moi, ils ne me connaissaient vraiment pas. Et mes frères et sœurs, ils étaient exemplaires. Ma grande sœur, c'était la préférée de mon père. Mais par contre, ma mère, elle était toujours de mon côté, quoi qu'il arrive. Laissez mon fils, vous allez voir, vous allez voir. Et aujourd'hui, voilà, ils demandent tous des nouvelles à ma mère. Et alors, ton fils, il va bien et tout, dis-lui, il fait une vidéo, tout ça. Elle dit non, il va pas faire. Et il n'a pas le temps. Donc, voilà. T'es parti quand d'Orléans? Je suis parti, j'avais 18 ans. Je suis parti très tôt. Très tôt, j'avais 18 ans. Je suis parti en mode, mon père, il n'en pouvait plus. C'était compliqué pour moi de rentrer à des heures, je croise mon père et tout. Donc j'ai décidé de partir. J'ai pris un sac, je suis parti. T'as fait quoi? Je suis parti avec des potes. Justement, j'étais avec Laro. Je suis parti de gauche à droite. Ça dormait chez des amis. C'était vraiment compliqué. Je sais que des fois, une fois, on a eu à dormir à Montparnasse. Parce que je sais plus où on voulait aller, à Tours ou un truc comme ça. On attendait le premier train et on a dormi dans le train. Tu sais, on n'avait pas le droit, la gare était fermée. On s'est faufilé, on est allé dans le train. Et on s'est réveillé à Limoges. On s'est réveillé à Limoges dans un dépôt et tout. C'est dur comme réveil, Limoges. Oh là là. Dans un dépôt, on sort, j'ai pété les plombs. Et vas-y, je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, en fait. Ça a duré combien de temps, cette phase? Ça a duré longtemps. Hein. Ça a duré peut-être 2-3 ans. Vraiment 2-3 ans. Après, moi, je revenais chez moi quelques temps.
je repartais, c'était compliqué. C'était vraiment, vraiment compliqué. C'est pour ça que la plupart des gens qui me suivent ne savent pas, tu vois, on me voit pas en mode... je pense que ça y est, on a réussi d'un coup, alors que ça a été vraiment, vraiment, vraiment dur, vraiment. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit plus tôt. Tu as dit que tu avais une famille ivoirienne. Ouais. Et justement, dans cet album, tu dis à un moment donné, tu dis que je me la raconte, je suis juste ivoirien, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Est-ce que ça veut dire que tous les Ivoiriens se la racontent? Franchement, je te dis la vérité, ouais. En fait, c'est pas qu'on se la raconte, mais on a une fierté en nous, tu vois. C'est un peu comme les... On dit souvent des Ivoiriens qu'on est les Algériens de l'Afrique de l'Ouest, tu vois. On a cette fierté de... Tu peux pas nous enlever ça. C'est impossible que tu nous enlèves ça. On est trop fiers de notre pays, on est trop fiers de... Et on a... Il y a une expression qui dit on a la bouche, tu vois. On parle beaucoup. On a la bouche? Ouais, on parle beaucoup. Vraiment, si tu as un débat dans la rue ou comme ça, avec un Ivoirien, tu vas pas t'en sortir. Là, tu vas pas t'en sortir, il te laissera jamais avoir raison. C'est comme ça un peu, tu vois. Parmi les artistes dont tu as voulu qu'on voit les clips, ouais. Il y a un artiste qui n'est pas ivoirien, qui est nigérian. Ouais. Il s'appelle comment? Burna Boy. On regarde On The Low, ouais. Burna Boy. On the low, 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 on the low. Bah, c'est un artiste que vraiment, je pense que je suis pas le seul à l'aimer. Hein. Beaucoup de gens l'apprécient. Il a une voix grave, un peu particulière. Et il réunit tout le monde, en fait. Beaucoup de communautés nigériennes, ghanéennes, même londoniennes. C'est un des seuls artistes où les gens disent vraiment que du bien de lui. Vraiment que du bien de lui. Et tout le monde l'aime. Moi, j'aime beaucoup sa musique. J'aime beaucoup ses mélodies, j'aime beaucoup le personnage, etc. Donc voilà. Quelle place elle a la musique africaine dans ta culture musicale? Bah, c'est le plus important. Moi, j'ai commencé en écoutant, pas comme les autres, tu sais, les autres, ils ont écouté du rap pur et dur. J'écoutais vraiment du rap, mais c'était la musique africaine que j'ai commencé, en fait. Quels artistes, par exemple? Je commençais à écouter des artistes comme Soumbil, tu sais, des artistes Zouglou, Soumbil, Gadji Seli. En fait, c'était pas vraiment ma volonté, c'est mon père qui écoutait ça tout le temps. Donc, j'écoutais et voilà, je kiffais. Je kiffais à chaque fois qu'on faisait des longs trajets. Il y avait des artistes comme les garagistes, ça tournait en boucle dans la voiture. Et voilà. C'est ça aussi qui explique, tu penses que ta musique aujourd'hui, elle est moins 100% rap ouais. que d'autres? Je pense que c'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement là où j'ai essayé de me démarquer par rapport aux mélodies, par rapport à ma manière d'interpréter les choses. J'ai pas voulu faire du rap pur et dur. Mais je sais que, en plus, pendant un moment, il y avait des maisons jeunes où tu vas, tu t'inscris, il y a des ateliers rap, il y a des ateliers... Mais moi, je kiffais pas forcément, tu vois. Je voyais mes potes qui grattaient des textes, par exemple, Laro, ils grattaient des textes et tout, ils étaient là. Moi, je les regardais, je disais, mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Qu'est-ce que vous faites? Et je savais pas qu'un jour, j'allais faire la même chose. Ils ont commencé à faire de la musique avant moi, tu vois. Je kiffais pas du tout. Par contre, quand il s'agissait de mettre des musiques qui est ambiancées, on me disait, vas-y, chante. J'étais le premier, tu vois. Et donc voilà, c'est pour ça que ma musique a ce côté, a cette touche africaine, quoi. C'est ce qui fait toi un ambianceur plutôt qu'un clasher ou un... Ouais, je pense un peu, tu vois. Après, je sais que je sais faire, je me suis découvert, j'ai su faire d'autres choses, tu vois. Des morceaux, j'imaginais pas, genre des morceaux piano-voix, etc., tu vois. Je me suis jamais dit, je vais faire ça dans ma vie. Et j'ai vraiment kiffé. On parlait d'artistes africains. Pour toi, c'est important aujourd'hui que tu as beaucoup de succès, d'aller chanter, y compris en Côte d'Ivoire, au Sénégal? Mais je pense que c'est la plus belle des choses. Et je pense que tous les artistes qui y sont allés, ils diront la même chose. C'est la plus belle des choses. Tu arrives, il y a une ferveur dans le public. Les gens sont vraiment contents de te voir. Ils ne sont pas là juste parce que, voilà, il y a une soirée, je sais qu'il y aura des filles. Non, ils sont là pour toi. Tu vois, moi, j'ai chanté, par exemple, en Côte d'Ivoire. J'ai chanté, je suis monté sur scène. Il y a quelqu'un qui a réussi à traverser la sécurité, qui m'a pris dans ses bras, mais il m'étranglait, tu vois. Il m'a serré tellement fort, j'ai eu peur. Et il pleurait et tout. La ferveur n'est pas la même? C'est pas la même du tout, vraiment. Les gens t'aiment vraiment, là-bas. Un concert africain, un concert en Côte d'Ivoire, c'est plus puissant qu'un concert à Paris? Ouais, c'est vraiment plus puissant, vraiment. Mais tu continueras à jouer à Paris quand même? Toujours,
toujours. Paris, c'est la base. Tu vois, les gens chantent vraiment tes musiques. Les gens, voilà. Côte d'Ivoire, c'est vraiment, tu sens quand ils connaissent vraiment bien tes musiques, tu sens vraiment que c'est autre chose. Mais Paris, j'ai joué au Zénith, c'était incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. Pourtant, la salle, elle était pas très bien homologuée. Il faisait 40 degrés dans la salle, je pense. C'était incroyable en été. Il faisait déjà 30 degrés dehors, 40 degrés à l'intérieur. 6 000, 7 000 personnes. Voilà, je voyais des familles qui partaient parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Mais c'était mémorable. Parmi tes choix, il y a aussi quelques artistes américains. Ouais. Je pense notamment au featuring entre Drake et Chris Brown. On regarde le clip. Blew the Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you know it being modest. Poppin' ship it only cause you know you poppin', yeah. You got it, girl, you got it. Hey. Dans ta playlist, il y avait quand même assez peu d'artistes américains. Ouais. Qui tu écoutes? J'écoute de tout, hein. J'aime beaucoup Drake. J'aime beaucoup Drake maintenant, en fait. Il y a quelques mois, je t'aurais pas dit ça, tu vois. Ah ouais? Ouais, parce que... Tu sais, on est un peu jaloux, un peu. On a un peu ce côté de... Vas-y, toutes les meufs, elles kiffent. Et... On est un peu dans ce truc-là. C'est vrai que Drake, c'est un problème. C'est un gros problème. Donc on en parle. Et après, je me suis vraiment... J'écoutais la musique sans vraiment l'écouter, sans me dire je kiffe et tout. J'écoutais, je pouvais chanter et tout, mais sans me dire je kiffe. Et je suis allé à un de ses concerts, j'ai pété les plombs, en fait. En France ou aux États-Unis? En France. Je suis devenu fou. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc de fou, tu vois? Une Ferrari qui vole au-dessus du public. Et lui, il court, il s'arrête pas pendant 2 heures pratiquement. Je me suis dit, c'est un performeur de fou, en fait. J'ai commencé vraiment, vraiment à kiffer, à aller au-delà de... Tu sais, c'est comme, je pense, tout le monde, tu vois. Il y a un artiste que tu connais pas forcément. Tu veux savoir vraiment ce qu'il a fait avant, tu vois. Je me suis vraiment penché sur sa musique il y a peut-être 10 ans pour écouter ce qu'il faisait. J'ai regardé des reportages et j'ai vraiment kiffé, tu vois. J'ai vraiment kiffé et il y a plein d'artistes comme ça, genre Travis Scott. Travis Scott aussi, j'aime beaucoup, tu vois. C'est un tout, il a fait énormément de tubes, Travis Scott. Surtout qu'il y a un beau reportage qui est sorti sur lui il y a pas longtemps. Et j'aime plus ce côté de... Tu sais, ils ont la même vie que nous, les artistes et tout. Et voilà, j'ai kiffé. Quand je vois ce clip, moi je vois un autre point commun entre Chris Brown, pour le coup, et toi. Je pense que tu vois de quoi je vais parler. Ouais, la danse peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères encore comme un danseur? Je suis encore dansé, tu vois. Je suis encore dansé. Je suis pas un danseur parce que c'est vraiment très, très, très compliqué maintenant. Tu sais, surtout que tu grandis, tu commences à... Tu n'as plus la même ferveur que quand tu avais 20 ans, tu vois. Mais quand tu viens me voir en concert, les gens, ceux qui me connaissent par rapport à un titre ou autre, ils sont choqués, en fait. Ils sont vraiment, vraiment choqués. Ils disent, ah, en fait, c'est tout ça, VG Dream, c'est tout ça. Ouais. Donc voilà. C'est important de... Tu parlais de Drake, c'est important de performer sur scène et pas que musicalement? Mais c'est le plus important, en fait. C'est le plus important, en fait. Les gens viennent te voir en concert et tu leur donnes rien. Ils sont là, ils chantent tes musiques, mais tu leur donnes rien, ça sert à rien. Moi, je sais quand les gens, quand ils sortent de mes concerts, ils sont essoufflés, ils se disent « Waouh, c'était un truc de fou, tu vois. C'était un truc de fou. » Après, on n'a pas les mêmes moyens qu'eux, tu vois. On n'a vraiment pas les mêmes moyens qu'eux. Eux, c'est les Américains. Il y aura du feu, du vent, des trucs, tu ne penses pas à faire ça. Et nous, on fait comme on peut. Mais en vérité, on n'a rien à envier à quelqu'un. On peut faire des très belles choses. Tu peux mettre un Carré dans une loge, il regarde un de nos concerts, il va péter les plombs aussi, tu vois. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'on a ce truc aussi, on a ce truc à nous. Je sais que maintenant, la culture africaine, elle commence à tellement s'élargir. Par exemple, des artistes comme Rihanna, elle écoutait Burna Boy il n'y a pas longtemps. Tu sais, du jamais vu, un truc, on s'est dit, non, ça ne peut pas exister. Tu sais. Non, eux, ils sont de leur côté, ils ne nous écoutent pas, nous, et nous, on les écoute, normalement. Mais maintenant, les choses commencent à se mélanger par rapport à cette culture qui est plus africaine. Il y a plein d'artistes carrés qui commencent à chanter sur des rythmes un peu afro, tu vois. Je peux mettre ma main à couper, si tu mets un carré, il regarde même un de mes concerts à moi, il sera choqué. Il sera choqué. Par la ferveur du public, par la qualité de la musique, en live, tu vois, parce que moi je joue en live. Et voilà. Tu parles de Carré. Récemment, sur ce plateau, il y avait Niska qui disait qu'il ne voulait plus travailler avec des Américains parce que son impression, c'était qu'en fait, les Américains s'en foutaient de nous. Ouais, ils s'en foutent, en fait. Clairement, tu sais, il ne faut pas se mentir. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils viennent ici pour faire les magasins, pour des trucs, ils ne nous prennent pas au sérieux, tu vois.
ils nous prennent pas au sérieux. Ils peuvent faire un morceau avec un rappeur et l'insulter dedans parce qu'on comprend pas leur langue. Tu sais, nous, on reste entre nous. Il y a plein de gens qui parlent pas forcément l'anglais, tu vois. Ils peuvent faire un truc ou juste lui demander des sous pour faire le truc. Et quand le morceau il va sortir, ils vont pas faire la promo, ils vont rien faire du tout. Ils vont faire comme s'ils l'ont jamais fait, tu vois. Il y a plein de gens comme ça. Il y en a plein de rappeurs qui ont fait ça, tu vois. C'est pour ça que nous, on se dit, ils ont rien à envier. On a notre musique aussi. On fait le tour du monde aussi dans leur propre pays maintenant. T'as joué aux États-Unis ou pas encore? J'ai joué aux États-Unis, moi. Je suis allé à Washington, j'ai chanté à Miami, j'ai fait des showcases, j'ai fait plein de choses. Et les gens chantaient en français, tu vois. Pour leur dire que maintenant, on arrive chez vous, les gars, faites attention, tu vois. Quand tu donnes du respect à quelqu'un, il va te respecter, mais vous ne respectez pas. Demain, un Niska, il peut refuser un Carré, tu vois. Un Carré, il va vouloir élargir sa musique en France. Un Niska, il peut très bien refuser. Et toi? Moi aussi, je peux refuser, tu vois. Moi aussi, je refuserai pas. Tu vois, je refuserai pas, mais je peux très bien refuser en mode tu vas m'apporter quoi en vérité? Il y a des gens, des garçons ou filles, des Américains avec qui tu voudrais vraiment faire un titre? Ouais, pour le kiff de le faire. Par exemple, un Chris Brown, je le fais danser et tout, ça serait chaud, tu vois. Ou un Drake, ou tu vois, ça serait lourd. Après, c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, tu mets par exemple Migos ou Offset avec Niska, c'est une dinguerie. Les gens, ils vont péter les plombs, tu vois. Mais ils ont ce truc de business. Sors l'argent, après on parle. C'est dommage. Mais bon. On va conclure. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Bah, écoutez, moi, je suis encore en train de travailler au studio, redoubler d'efforts pour revenir avec un nouveau projet qui sera encore plus lourd que le précédent. Et puis, on reste branchés, on est ensemble. Mais on souhaite quand même de pouvoir souffler un peu, non? Un petit peu, mais j'aurai le temps de... Quand je serai mort, je vais dormir. Mais là, on doit tout prouver, là. Tout prouver, et on s'arrêtera quand on n'en pourra plus vraiment. Mais pour l'instant, on est là. C'est ma dernière question. Tu as encore l'impression d'avoir des choses à prouver? Ouais, toujours. Toujours, vraiment toujours. Et je pense que c'est comme ça que ton travail il est plus constant, tu vois. Tu travailles encore plus fort quand tu sais qu'il n'y a rien qui est acquis. Merci, Satchela. Merci beaucoup.